A. Le Titanic. Ce gigantesque symbole de confiance excessive, construit pour prouver que l'humanité pouvait défier la nature, qui a aussitôt répondu « Tiens, regarde, un iceberg ». Dès le départ, tout était placé sous le signe de la prudence exemplaire. Trop peu de canaux parce que, voyons, pourquoi prévoir des canaux sur un navire insubmersible? Des jumelles introuvables pour les vigies, probablement rangées dans un tiroir étiqueté « à utiliser en cas d'iceberg, lol ». Et bien sûr, une vitesse de croisière digne d'une course de dragster. Plus vite, on veut battre un record, pas les lois de la physique. Puis vient l'iceberg, tranquille, posé, là comme un panneau. Attention, sol glissant. Le Titanic, fidèle à son assurance légendaire, fonce droit dessus avec la grâce d'un smartphone sans coque tombant sur du carrelage. Et quand il commence à couler, l'équipage lance la seule stratégie possible. Mesdames et messieurs, pas de panique, mais dépêchez-vous discrètement d'être très paniqués. Écoutez attentivement l'histoire du Titanic. 10 avril 1912. Le Titanic, le plus grand véhicule jamais construit par l'homme, prend pour la première fois la mer pour une traversée de l'Atlantique Nord. 5 jours plus tard, le monde apprend avec stupeur qu'il a coulé. Plus de 1500 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie dans la catastrophe. Le naufrage du Titanic est l'un des événements les plus célèbres et les plus tragiques de l'histoire. Il ne fut pas simplement causé par une collision entre un paquebot et un iceberg. Il fut aussi le résultat d'une effroyable conjonction de fatalité et d'erreurs humaines. Dès sa conception, il était pour ainsi dire condamné. Un siècle après le naufrage, voici retracé à l'aide de documents historiques et d'une analyse scientifique de l'épave, l'enchaînement de circonstances qui provoqua la perte d'un navire réputé insubmersible lors de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire moderne. Les icebergs sont l'une des plus belles créations de la nature. Et pourtant, ils sont dangereux pour la navigation. La saison n'est pas encore très avancée, mais c'est une année déjà très active. Il y a plus de 300 icebergs à 48 degrés nord pour le moment. Une situation sans doute équivalente à celle de 1912. Roger that, thank you. You are cleared off and air deflector doors. Cleared off. Okay. Air deflector doors are open. Tous les ans, nous déposons des couronnes aussi près que possible des lieux où le Titanic a coulé. Avec le plus profond respect, nous commémorons l'anniversaire du naufrage du Titanic ici dans l'Atlantique Nord. C'était il y a 96 ans, mais nous n'oublions pas l'importance de notre mission. Nous conservons le souvenir de plus de 1500 personnes qui périrent en ce jour fatal du 15 avril 1912. Roger that, thank you. La perte de plus de 1500 vies, c'est épouvantable. C'est révoltant. Il ne faut pas que cela se reproduise. Jamais. La nouvelle du nombre de victimes tombe au lendemain de la catastrophe. Les proches effondrés ne comprennent pas comment l'impensable a pu arriver. Le Titanic était non seulement le paquebot le plus luxueux, mais aussi le plus fiable jamais construit. Même éperonné par un autre navire, il aurait dû rester à flot. Pourtant, il a sombré en 2 heures après sa collision avec un iceberg. Deux semaines plus tard, une enquête officielle est ouverte pour déterminer si le naufrage aurait pu être évité et identifier les éventuels responsables de la disparition de 1523 personnes. L'État britannique est représenté entre autres par un célèbre avocat, Sir Rufus Isaacs. Le principal témoin est Bruce Ismay. Âgé de 50 ans, il est président de la White Star, compagnie propriétaire du Titanic. C'est aussi l'un des rares hommes ayant survécu au naufrage. Sont aussi interrogés Harold Bride, opérateur radio, ainsi que Charles Lightoller, second du navire, officier le plus gradé parmi les rescapés. La plupart des marins ayant péri
Le témoignage de ces 3 hommes est essentiel pour établir une éventuelle négligence de l'équipage ou de l'armateur. C'est vous-même qui avez dirigé la construction du Titanic? Oui. Et bien entendu, vous avez envisagé la question de la flottabilité du navire en cas d'accident ou d'urgence. Oui. Plus particulièrement, avez-vous envisagé d'augmenter le nombre de chaloupes de sauvetage? Le paquebot était considéré comme pratiquement insubmersible. C'était comme une chaloupe de sauvetage en soi. Deux ans avant la date prévue pour le lancement, Bruce Ismay rencontre Alexander Carlyle. Vous étiez, madame, sur le Titanic pour ce qui fut son dernier voyage. Est-ce qu'il vous en reste un souvenir précis? Comme c'était hier. J'ai jamais oublié ça. C'est quelque chose d'inoubliable d'ailleurs. Nous sommes partis de Cherbourg. On a vu cet immense bâtiment allumé de presque 12 étages. Et c'était quelque chose de formidable. D'ailleurs, j'ai eu peur. Premièrement, parce que Madame de Thèbes m'a dit le veille de mon départ, méfiez-vous, vous êtes tout à fait la veille d'une catastrophe. Et en plus de ça, j'étais émotionné de voir un bateau d'une telle grandeur, c'était pas normal. Eh bien, le soir, dimanche soir, comme on ne peut pas danser dans le bateau anglais, d'ailleurs on ne fait rien du tout. J'étais dans le salon en train d'écrire des lettres à 11h30, et jusqu'à le moment que je suis arrivé dans ma chambre, j'ai allumé l'électricité, et j'ai subi un petit choc, mais pas grand-chose. Deuxième choc, plus fort, et troisième choc, assez fort, que j'ai attrapé le lit. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis allé vite à la petite porthole, comme on dit ça en français. Alors, j'ai regardé. Là, j'ai vu une grande chose, gris, comme notre maison, qui a glissé tout doucement par ma fenêtre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande.